Coucou Cécine, alors bienvenue dans ce nouveau format qui s'appelle un podcast ciné de plus. C'est une première version de ce format, donc on verra bien ce que ça donne au résultat final. Pour l'instant, je vais commencer en reprenant le concept que je fais quasiment tous les mois, dans lequel je parle des films découverts durant le mois passé. Je pense qu'en format podcast, c'est peut-être un peu plus pertinent qu'une vidéo de moi en train de bouger les bras avec juste l'affiche des films. J'espère que le son sera pas trop dégueulasse. Je m'enregistre avec le micro qui me sert à faire la plupart de mes vidéos, mais normalement d'ici fin juillet, j'achète un nouveau micro. J'en ferai peut-être un test sur TikTok. Je sais pas exactement combien de temps ce premier épisode d'un podcast ciné de plus va durer, mais en gros, on va revenir sur les films que j'ai découverts en juin et juillet 2025. Donc on va rester sur un format assez classique de critique simple, dans lequel je vous fais découvrir des films. Et on va commencer tout de suite, du coup, avec les films découverts en juin 2025. Donc on va commencer par Superman 2, que j'ai trouvé excellent. Je trouve qu'il fait partie de ces suites réussies du cinéma, et on n'en parle pas assez quand on parle de ce sujet-là. Il est dans la lignée de son prédécesseur, avec un charme d'époque inégalable, c'est bien rythmé avec un groupe d'antagonistes mémorable. C'est le genre de film qui était en avance sur son temps, car 45 ans après, même si c'est vieux, c'est toujours convaincant. Et si un jour j'ai la chance de pouvoir assister à un marathon en salle, j'irai avec grand plaisir. Superman 3, celui-là par contre, je l'ai trouvé moyen. On baisse d'un sacré cran niveau qualité avec ce troisième volet. Déjà, ce qui change par rapport au précédent, c'est le ton général qui est plus léger, ce que je n'ai pas trouvé très pertinent. Mais le pire dans le film, c'est cet antagoniste ridicule incarné par Richard Pryor, qui est totalement oubliable et qui vient plomber un long métrage déjà pas fameux. J'ai trouvé les 2 heures assez longues, car j'ai pas réussi à me plonger à fond dans le métrage, tant il est loin de ses prédécesseurs. Mais un des points positifs du film, c'est retrouver Annette O'Toole, que je n'avais jamais vue ailleurs que dans le film Ça des années 90. Superman 4, celui-là aussi, il était assez moyen. La saga s'achève sur un dernier opus loin d'être convaincant, malheureusement. C'est le plus court de la saga, le ton est toujours plus léger, et on a le retour de Lex Luthor, un personnage que j'apprécie, mais quand même, je trouve qu'on en fait une overdose. Comme avec Joker pour Batman. Le scénario est vide, pourtant le fond est intéressant avec un clone maléfique de Superman, mais c'est pas très bien exploité. Niveau réalisation, c'est également très moyen, donc le tout fait qu'on ne passe pas un très bon moment. Et pour terminer ce marathon Superman, on va finir avec Superman Returns, que j'ai trouvé aussi très moyen. D'ailleurs, j'ai l'impression que tout le monde l'a oublié, ce que je peux comprendre. Encore Lex Luthor en méchant, 2h34 de quasi ennui, avec en prime un triangle amoureux digne d'un téléfilm de Noël pas convaincant, qui fait d'après moi tâche dans le récit. Je trouve que Brandon Routh n'est pas très convaincant, c'est pareil pour Kate Bosworth, et je pense que James Marsden aurait fait un meilleur Superman. C'est réalisé par Bryan Singer qui nous a offert les excellents X-Men 1 et 2, mais son passage chez DC n'est pas une réussite et c'est bien dommage. Ballerina, je n'en attendais pas grand chose, mais au final c'était plutôt sympa. Je voulais mettre 6 sur 10, mais ce film dispose d'un argument qui me fait ajouter un point, oubliant mon objectivité. La simple présence de Norman Reedus, qui monte donc ma note à 7 sur 10. Ballerina, c'est John Wick avec une fille. C'est une histoire de vengeance classique, avec des gunfights et des bastons presque non-stop durant 2 heures. C'est pas mauvais, mais une fois de plus, ça reste du DTV blockbusterisé. On retrouve les qualités d'un John Wick, à savoir une ambiance propre à l'univers et à cette saga, un rythme effréné et des chorégraphies parfaitement exécutées. Ana de Armas porte le film sur ses épaules avec brio, nous présentant un personnage badass que l'on reverra, je pense, dans John Wick 5. Et je me suis fait une théorie, je pense qu'ils vont raccorder les 2 films avec la fin de John Wick 4 où Ana de Armas vient sauver John Wick. Dragon live action. DreamWorks a fait exactement pareil que Disney, à savoir une copie conforme plan pour plan et à la ligne de dialogue près du film original. Bon, comme d'hab, on se fout toujours ouvertement de nous. Le premier film était bien, est-ce que celui-là est bien ? Oui, forcément, parce que c'est exactement le même film. Bon, avec du recul, ça reste stylé de voir cet univers en live action, mais c'est comme pour les live action Disney, un simple copier-coller, avec des scènes rallongées de façon artificielle, ce qui rajoute 30 minutes de rien. Il y a quelques temps, j'ai dit que je mettrais 5 sur 10 à tous les remakes, sauf exception, je vais mettre 6 à celui-là, parce que c'est l'univers Dragon. Mais sinon, c'était totalement dispensable, heureusement que le casting fait un bon travail, parce que sinon, ça aurait été terrible. Je pense qu'on peut s'attendre à voir le 2 et le 3 d'ici les prochaines années, sauf si le film se plante, ce qui m'étonnerait. Elio, le nouveau Pixar, c'était plutôt mignon, mais complètement oubliable. Nous partons sur une aventure amusante et colorée, plutôt bien rythmée, avec une thématique de fond intéressante qui parle de la solitude et du fait de trouver sa place après un drame. Même si c'est touchant, notamment dans le final qui essaie de nous tirer les larmes, ce n'est pas suffisant pour être marquant. Elio échoue, mais on pourrait le décrire simplement en personnage de film d'animation 2 points. Et ça ne va pas plus loin. C'est comme ça pour tout le film, que ce soit le méchant, les personnages secondaires, tout est ultra basique. On ne passe pas un mauvais moment, mais comme d'autres Pixar sortis récemment, on l'oublie moins d'une semaine après le visionnage. Venom, un slasher, assez peu de personnes le connaissent, mais il est réalisé par Jim Gillespie, le réalisateur de Souviens-toi l'été dernier. L'idée de départ est très bonne, avec un antagoniste
antagonistes plutôt cool et des morts quelque peu surprenantes. Malheureusement, le film ne décolle jamais vraiment. Il est assez linéaire et grandement classique, ce qui fait qu'il ne réussit pas à nous captiver de A à Z. Le casting est sympathique, on va dire, que c'est mieux que Souviens-toi l'été dernier 3, mais ça reste légèrement oubliable. Et pour finir, c'est un film qui dure à peine 1h15, donc il possède aussi un côté assez expéditif, car tout s'enchaîne sans réel développement. Piégé dans la savane, ou Prey, un bon gros DTV bien naze avec Émile Hirsch, Ryan Philippe et Mena Suvari. C'est un film de lion sans lion, et ça c'est très original. Je savais à quoi m'attendre vu le casting et cette affiche, mais sur un malentendu ça aurait pu être bien. Excepté les 2-3 stock shots et des plans numériques de l'animade les plus éphémères, on s'ennuie, et c'est tout ce qu'aura le film à nous proposer. Des personnages vides, exécrables pour certains, une tension inexistante, mais dans tout ça, les plans sur les paysages sont quand même très beaux. Pas un grand film, juste un DTV bien naze. La Nuit d'Orion, un film d'animation Netflix, qui d'après moi aurait pu être un Pixar, car on sent une potentielle inspiration de vice-versa. Dans son ensemble, le film est sympathique, c'est une aventure plaisante et agréable visuellement, et là où il prend tout son sens, c'est dans son côté métaphorique totalement réussi, qui aidera sans aucun doute les petits comme les grands. C'est bien fait, logique et prenant, c'est une belle œuvre avec un réel propos intéressant, à savoir la nuit, les peurs et tout ce qu'il y a autour. Un mariage sans fin, bon c'était très moyen. Pour moi, Palm Springs c'est un chef-d'œuvre, et ce remake français avec son titre de téléfilm de Noël, c'est le même à moins bien. Mais c'est pas la bouse à laquelle je m'attendais. Le seul qui fait du bon travail, c'est Youssef Hadji, le reste c'est pas ouf. Réalisation correcte, duo principal moyen, second rôle moyen et humour grandement inégal. C'était pas très utile de faire ça, mais on va dire que ça reste divertissant et pas trop mal rythmé, et d'ailleurs heureusement car ça dure à peine 1h20. C'est tout pour les films du mois de juin, donc maintenant on va passer aux films du mois de juillet 2025. Les femmes de ses rêves, c'était pas ouf. Vu le casting et les frères Farrelly derrière la caméra, je pensais passer un bon moment. Et finalement, c'était interminable. 2 heures de comédie romantique fade et sans grand intérêt. Un scénario grandement classique qui se serait suffi sur 1h25 et qu'il était inutile de tirer sur 1h50. Ce n'est pas très drôle, ni même mignon. C'est juste laborieux et ça tourne en rond très rapidement. Donc c'était pas un très bon moment. Life of Chuck, du Stephen King en salle, ça fait toujours plaisir. J'ai rarement vu un film qui portait aussi bien son nom, car pour le coup, c'est vraiment la vie de Chuck. Divisé en 3 segments, l'ambiance qui se dégage du métrage est intrigante, avec un mystère planant jusqu'à une révélation finale à laquelle on ne s'attend pas. Ça se présente comme un film qui se déroule dans notre époque, ce qui est le cas, mais il y a un côté fantastique dans le fond qui s'accorde totalement avec le ton général du film. Le casting est excellent, avec que des grosses têtes jusque dans les petits rôles. Derrière ce conte à la fois fascinant et perturbant se cache une belle morale. On sait tous qu'on va mourir, mais en attendant ce jour, profitons-en et ne nous arrêtons pas à chaque détail. Je ne sais pas si c'est vraiment ça que veut dire le film, mais en tout cas c'est l'interprétation que j'en fais. Jurassic World Renaissance, c'était divertissant, il est pas aussi naze que le précédent, cependant il faut reconnaître que c'est très moyen. Tout est ultra basique, on pourrait rebaptiser ce film en film d'aventure 2 points avec la pastille Jurassic World. Le scénario est vide, ça ne raconte rien, les personnages sont attachants, bien qu'ils soient tous clichés et pas vraiment développés, et on rajoute autour de ça des personnages chers à canon qui n'ont que 2 ou 3 phrases dans le film, et qu'on attend de voir mourir pendant 2 heures. On suit des gens marcher dans la jungle avec un enjeu ridicule. Le tout bien évidemment parsemé de punchlines et de blagues ridicules. Le casting s'en sort bien et malgré tout, les 2 heures ne se font pas ressentir. Superman, dans l'ensemble j'aime bien le travail de James Gunn, donc je dois avouer que je lui ai fait confiance pour ce renouveau de chez DC. Bilan, c'était plutôt un bon film, mais je suis pas plus emballé que ça. Excite la backstory de Superman que nous avons vu des dizaines de fois pour commencer directement en milieu de récit. C'est brillamment réalisé, visuellement plutôt réussi bien qu'il y ait des scènes de bouillie visuelle. L'humour de Gunn est présent et passe plutôt bien. Et évidemment, la force du film c'est son casting. Tout le monde fait un excellent travail et David Corenswet s'avère parfait dans son rôle. C'est probablement le film de super-héros le plus généreux qu'on ait eu depuis bien longtemps. Il n'y a pas de temps mort, ça tabasse, le climax dure 45 minutes, les antagonistes sont nombreux et on voit d'autres héros de chez DC et d'ailleurs j'avais pas reconnu Nathan Fillion. C'est aussi très cool d'avoir Crypto dans le film, moi qui avais beaucoup aimé le film d'animation qui lui était dédié sorti en 2022. Je pense que j'apprécie encore plus ce film au second visionnage. Petit meurtre à l'anglaise, sympa, les comédies anglaises c'est quelque chose que j'aime beaucoup et retrouver ce casting était très cool, surtout dans une comédie d'action bien rythmée, avec un humour maîtrisé qui fait plaisir. Tout s'enchaîne de façon fluide, on plonge dans cette histoire simple et d'une efficacité remarquable. Le corrupteur c'était plutôt correct, je pense sincèrement que Mark Wahlberg devrait revenir à des rôles comme ça. Aujourd'hui il s'est enfermé dans des rôles, principalement dans des comédies à la Ryan Reynolds, à quelques exceptions prêtes comme Father Stew, King Arthur ou encore Joe Bell. C'est un acteur brillant et dans ce film il est excellent. Le corrupteur c'est un polar sombre qui nous plonge dans l'univers de la police corrompue. Une œuvre en parfaite symbiose avec son époque, mais qui a quand même des défauts.
Je trouve que parfois le scénario est quelque peu brouillon et que ça tourne en rond très rapidement. C'est un polar moyen mais pas désagréable. Attention, chef-d'œuvre, Super Shark, c'était naze mais parfois drôle, donc dans son genre, ça passe. C'est parti pour tout spoiler. Donc en gros, c'est un gros requin qui sort des abysses suite à un forage pétrolier, il fait couler une plateforme pétrolière et ensuite c'est le festival du n'importe quoi. Un requin en 3D infâme et des filles en bikini. Il y a une soirée sexy avec plus ou moins un concours de t-shirts mouillés, toujours le côté bof de ce genre de film. Dès que le requin apparaît, il est toujours en très gros plan. Durant la quasi-totalité du film, c'est du blabla interminable devant lequel on s'ennuie. Il y a un triangle amoureux entre trois personnages qui se font croquer à des moments aléatoires du film. Et vous n'êtes pas prêt pour le climax. Le requin va affronter un char d'assaut qui a des jambes et qui est aussi solide qu'un verre en cristal. Comme dans toutes ses productions, le film se clôture par une explosion à laquelle l'héroïne principale aurait dû succomber, mais elle est juste sourde. Ok, pourquoi pas. Et c'est la fin de cette œuvre qui n'a aucun sens. J'ai par moments subi mon visionnage, mais c'est pas pour autant que je vais arrêter de regarder ce genre de film. 28 ans plus tard, on pourrait rebaptiser l'année 2025 en grand retour de nombreuses sagas d'horreur cultes au cinéma. Danny Boyle est de retour derrière la caméra et ça se ressent, car il a une patte vraiment particulière. Porté par un excellent casting avec un Aaron Taylor Johnson qui n'avait pas été aussi convaincant depuis bien longtemps, on ressent que c'est une première partie. Le film nous représente l'univers 28 plus tard pour un peu nous rafraîchir la mémoire. L'humain s'est adapté à cette nouvelle vie confinée et périlleuse. C'est prenant et le fait qu'ils abordent la maladie dans un univers post-apo, c'est bien car comme Ezekiel dans Walking Dead, ça rappelle qu'on est humain avant tout. Les nouveaux personnages sont attachants, Alfie Williams s'avère très convaincant et il est très jeune donc si ça se trouve il aura une belle carrière. Le final est décalé donc en total désaccord avec le ton général du film, ce qui est assez inattendu. Je suis convaincu par ce retour et j'ai hâte de voir la suite. Backstreet Dogs, c'est une pépite, c'est dispo sur Netflix depuis quelques jours et si vous aimez l'humour absurde, foncez sans plus attendre. Strays ou Backstreet Dogs, c'est un mélange entre Ted et 21 Jump Street mais avec des chiens. C'est trash, vulgaire, violent et ravi d'être là. Ça aurait vraiment été génial de pouvoir voir ce film en salle. Pendant 1h30, nous suivons des canidés dans un road movie rythmé dans lequel les gags s'enchaînent sans aucun temps mort, ce qui laisse place à des situations improbables vraiment surprenantes. Je prendrai vraiment plaisir à le revoir. Brick, très bonne surprise, Brick confirme encore plus ma réflexion sur les films Netflix, c'est-à-dire quand c'est naze, c'est très naze, mais quand c'est bien, c'est très bien. Après, c'est pas une production américaine, donc ça explique peut-être pourquoi c'est un bon film, un concept simple et efficace, puissant, sur pas plus d'1h40, un huis clos maîtrisé, bien réalisé, avec des personnages attachants et un casting performant. Matchas, Showing-Offer et Ruby Office sont excellents et apportent une touche émotionnelle, en plus du questionnement sur ce qu'il se passe dehors. L'immeuble est bien exploité, les péripéties s'enchaînent avec brio, captivant le spectateur dès les premières minutes du film jusqu'au final, qui d'ailleurs nous donne envie d'en voir et d'en savoir plus, mais dans le fond, est-ce qu'une suite est vraiment nécessaire? Les Schtroumpfs de 2025, voir les Schtroumpfs en salle c'était cool et ça m'a rappelé mon enfance. Les Schtroumpfs de 2025, c'est le bordel. Vraiment, ça va à 200 à l'heure et ça va dans tous les sens. On est clairement sur un film TikTok, un long métrage dynamique pour ne pas perdre l'attention des spectateurs. L'affiche est probablement inspirée du film Mario et l'animation, comme presque toutes les licences depuis 2018, inspirée de Spider-Man Into the Spider-Verse, avec un côté comics qui s'affiche à l'écran. Visuellement, c'est beau et un truc que j'aurais jamais cru entendre, c'est parler du multivers dans un film des Schtroumpfs. Il y a même une scène où ils traversent les univers avec chacun style d'animation différente et ça surprend. C'est un film sympathique mais pas vraiment marquant malheureusement. Predator Killer of Killers. Très bonne surprise, la saga Predator attendait quelqu'un comme Dan Trachtenberg depuis longtemps et grâce à je ne sais quelle puissance, il a été mis sur sa route. En 2025, ce n'est pas un mais deux opus que nous aurons de la part de ce réalisateur. Predator Badland est attendu pour la fin d'année au cinéma et Killer of Killers est sorti sur Disney+. Au début, je savais pas que c'était un film d'animation et finalement c'est un très bon point, car en plus de ne pas être du live action, ce qui innove la saga, c'est un film à sketch, avec 3 segments vraiment excellents qui nous préparent un final épique. Visuellement, c'est sublime, et je ne m'attendais pas à ce que le film soit aussi gore. Ça dure à peine 1h25, mais c'est largement suffisant. Souviens-toi l'été dernier, 2025, la grosse déception. Le premier film, c'est un des premiers films d'horreur que j'ai vu, et c'est avec celui-là que j'ai découvert les slashers. Le retour de la saga en 2025, après un infâme reboot en série sur Prime Video, j'avais hâte, surtout que ça sortait en salle et que ça s'annonçait radieux. Un slasher au cinéma, un casting principalement issu des séries télé et évidemment le retour de Ray et Julie. Ce qu'il en sort de Souviens-toi l'été dernier 2025, c'est un slasher profondément vide et pauvre et surtout mal écrit. Les personnages sont insignifiants, ils sont tous une version moderne des personnages du premier film, l'ensemble du casting est inégal, les mises à mort sont basiques, après ça a toujours été le cas dans la saga mais ils auraient pu les rendre un peu plus brutales, comme ce qui a été fait avec les 2 derniers Scream. Là où c'est réussi, c'est dans le fanservice grandement grossier. Ça fait plaisir de revoir Julie et Ray,
et surtout Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr. au cinéma. Le final est pour moi du grand n'importe quoi. J'avais pas vu un twist aussi bidon depuis la jumelle de Spencer dans Pretty Little Liars, une déception au premier visionnage, mais j'ai quand même hâte de le revoir dans quelques mois pour voir si en le regardant, en sachant à quoi m'attendre, ça passera mieux. Dangerous Animals, très bonne surprise, enfin des requins en salle. Ça fait des années que je dévore des gros nanars de requins perdus sur Prime Video et enfin en voir un bon film au cinéma, quel kiff. Ça y est, on peut ajouter le personnage incarné par Jay Courtney dans le bestiaire des plus gros psychopathes du cinéma d'horreur, un détraqué qui a des méthodes originales qui lui sont propres. 1h30 d'horreur pure avec un rythme effréné. L'héroïne principale est un personnage attachant qui en veut vraiment. Elle ne lâche rien. L'actrice principale fait un super travail. Pour moi, les meilleurs en termes de cinéma d'horreur, ce sont les Norvégiens, mais il faut reconnaître que les Australiens ne sont pas très loin derrière. F1, c'était plutôt sympa. Kosinski, c'est pas qu'un simple yes man qui réalise des blockbusters, c'est un excellent metteur en scène qui maîtrise l'univers qu'il nous présente à l'écran. Il y a juste à voir son film Line of Fire, qui est probablement son meilleur film, pour comprendre que le gars est excellent. F1 avec Brad Pitt, c'est un bon film, mais j'ai pas été plus emballé que ça. La réalisation est excellente, les courses sont bien filmées, mais hormis ça, l'histoire est la même que dans beaucoup de films de sport, à savoir l'ancienne génération qui fait équipe avec la nouvelle, la différence d'âge, les conflits et le respect. La Formule 1 à la télévision, je trouve ça ennuyeux. Au cinéma, j'ai pas trouvé ça plus palpitant que ça finalement. Le casting fait un bon travail, mais je trouve ça entre guillemets dommage d'avoir Javier Bardem en second rôle, assez oubliable alors que c'est vraiment un excellent acteur. Je le reverrai pour me refaire un avis dessus, mais pour l'instant je trouve ça sympa sans plus. The Prey, c'était vraiment infâme, il faut que ça rentre dans ma tête. Quand il y a Danny Trejo sur une affiche, ça veut dire qu'il est pas dans le film. Cette affiche absolument atroce que j'adore parle d'elle-même. Un film de monstre au budget limité, car Noctus a une apparence plutôt classe, cependant à l'écran c'est juste un mec avec un costume ultra ringard. Digne des pires ennemis des Power Rangers, merci à Prime Video de n'avoir mis que la VF qui est à la hauteur du scénario, à savoir complètement aux fraises. La mienne est plus grosse! Ou encore des conversations de geeks qui n'ont pas tellement de sens. Personne ne m'a obligé à regarder ce film, mais au moins je peux dire que j'ai tenu jusqu'au bout. Certains l'aiment chauve, et c'est pas aussi naze que ça en a l'air. Probablement le film qui fait le plus grincer des dents, que ce soit lors de son annonce ou avec sa bande-annonce qui ne donne pas envie de se déplacer pour aller en salle. Finalement, sans être exceptionnel, et je dirais même en étant complètement oubliable, certains aiment chauve, c'était plutôt mignon. Une histoire loufoque, des blagues faciles et un petit message derrière sur l'acceptation de soi. Ça dure à peine 1h20 et je pense que c'est un film qui aurait plus eu sa place sur une plateforme qu'au cinéma. Les 4 Fantastiques de 2025, ça y est, ils ont intégré le MCU. Le film est sympa, mais on reste à mon sens sur la même lignée que les précédents. Film du studio, c'est-à-dire un long métrage sympathique mais qui ne relancera pas la machine. Malgré un casting efficace et la présence de Galactus, je trouve que le rythme était assez inégal. L'histoire pas des plus palpitantes. Excepté une patte visuelle dans les vêtements et les décors, le fait que ça se passe dans les années 60 n'apporte rien au film. L'un des points positifs du métrage, c'est la surfeuse d'argent, qui est mieux réussie que dans le film de 2007. Plus qu'à attendre 1 an pour voir Spider-Man et 1 an et demi pour le prochain Avengers, mais je pense que ça va être un gigantesque foutoir et finalement j'ai hâte d'avoir la fin de cette ère et que tout soit reboot pour repartir sur des nouvelles bases. Karate Kid 1, vraiment excellent. Ce premier opus fait partie des œuvres cultes que j'avais jamais vues et je l'ai enfin rattrapé. C'est un excellent film, un pur produit des années 80, un drame sportif devant lequel on ne voit pas le temps passer. Porté par un duo attachant, nous plongeons dans cette histoire et dans le monde des arts martiaux, avec un enseignement hors norme d'une efficacité redoutable. Le tout avec le respect et les valeurs des sports de combat. Coup de cœur pour ce premier opus. Karate Kid 2, une suite sympathique mais un peu en dessous de son prédécesseur. L'histoire est similaire sauf qu'elle se déroule en Chine. Ce qui est bien avec ce volet, c'est qu'il prend place de suite après le final du premier, avec une petite piqûre de rappel comme un début d'épisode de série avec le précédemment. Nous en apprenons plus sur Monsieur Miyagi, ce qui renforce l'attache qu'on a envers lui. Sa relation avec Daniel est toujours aussi touchante et bien évidemment le combat est une fois de plus vraiment excellent. On voit que c'est une saga des années 80 car une fois l'objectif principal du film achevé, il s'arrête sans transition, un peu comme dans certains films de la saga Rocky. Et pour terminer, on va passer aux séries. La saison 5 de Flash, c'était très moyen. Après une excellente saison 4, je pensais que cette saison serait également très bonne, vu le cliffhanger de la 4, mais finalement, cette saison 5 était interminable. Malgré la présence du personnage de Nora et d'un méchant puissant interprété de façon très approximative par Chris Klein, c'est une saison de 24 épisodes, et c'était plus que jamais répétitif, donc ennuyeux dès le quart de saison. Je suis un peu déçu, surtout que le final ne donne pas envie de poursuivre. Nous les menteurs, gros coup de cœur pour ma part, c'est rare que je regarde une série dès sa sortie, mais la bande-annonce m'a plus que convaincu. C'est une série pour adolescents comme il en existe des centaines, dans laquelle nous suivons une famille de bourgeois avec leurs problèmes qui n'en sont pas réellement. Entre romance, argent et non-dit, j'ai été captivé pendant les 8 épisodes. Le casting est bon,
tout le monde fait du bon travail. À partir du premier épisode, on nous tient en haleine pour connaître le twist et j'ai eu peur que ce soit un gros pétard mouillé et même si c'est un twist vu des dizaines de fois, je ne m'y attendais pas du tout. Je ne connais pas le livre dont c'est tiré, donc impossible pour moi de juger à quel point c'est fidèle, mais en termes de série, c'est plutôt bon. Voilà, c'est tout pour les films et les séries découverts en juin et juillet 2025. J'espère que le rendu sera bon et si je suis pas convaincu, on retournera sur le format vidéo classique. Voilà, c'est tout. N'hésitez pas à venir sur Insta, TikTok, Letterboxd et YouTube, SFC par signe de partout et je vous dis à bientôt. Ah, 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 ah.